Bonjour à tous et bienvenue en ce mercredi 23 janvier. Vous voyez que je regarde la date pour m'assurer que je ne me trompe pas de date. Bienvenue à tous et bienvenue surtout sur le mug. Bonjour à tous, j'espère que vous avez la forme ce matin. Salut Samuel, salut Cyril, salut Monsieur Papa, salut Sorcier, salut Walex, salut Mouikmoukator, salut Olek, salut Yves Castel. Regarde surtout la date des articles, Olek. Écoute, oui, on va y réfléchir ce matin parce que j'ai oublié de vérifier la date de mes articles Flipboard, donc vous pourrez me reprendre si je vous fais une news réchauffée. Voilà. En fait, il faudrait peut-être que je le transforme en jeu, genre que je glisse dans les news un article qui date de plusieurs années pour voir si vous le repérez dans la chatroom. Ça peut être un principe assez marrant pour voir si vous suivez, si vous êtes assidu sur le mug et que vous mémorisez un petit peu les news qu'on fait. Ça pourrait être rigolo, non? Salut Alex, salut Nali Eric, salut Pierre-Yves. Salut FRJS, salut The Best Gnome, Gnome. J'aime beaucoup ton pseudo The Best Gnome. Alors, difficile à prononcer, mais assez sympa. C'est- J'arrive à 8h pile et ça a déjà commencé. Bon, quand même, je suis assez ponctuelle généralement. Bon, c'est vrai que je me suis un peu laissée aller les derniers mercredis, mais en général, quand même, j'essaie d'être assez ponctuelle. Salut Polar, salut Jules Du, salut Kaoko Kung. Une partie rétrotech, ce serait marrant pour se rendre compte, ouais, carrément. Mais il faudrait pas le dire, quoi. Ça serait mélangé avec les autres articles. Euh, Bon, j'espère que vous avez la forme de votre côté. Moi, ça va. On a un peu de fraîcheur. Alors, on n'a pas de soleil. Mais en fait, après la semaine de chaleur qu'on a eue la semaine dernière, eh ben, je peux vous dire que ça fait plaisir. Je pense que vous aussi, hein, d'ailleurs. Ça fait plaisir que voilà, ça respire un petit peu. Call me my your name. Pub bonjour. Alors, ça me fait penser au film que j'adore, Call Me By Your Name, mais je sais pas pourquoi tu fais cette pub-là. Voilà, et écoutez, bon, j'espère en tout cas que vous avez la forme. Moi, c'est bon, j'ai ma petite boisson énergétique du matin. Alors, ouais, tranquillement énergétique, hein, on va dire ça comme ça, c'est un petit thé tout simple, mais j'ai mon petit mug tout mignon. Voilà, donc on va commencer tranquillement la journée ensemble. J'ai plein de petites news à vous parler. Donc de quoi va-t-on parler ce matin? On va parler de Peloton. Vous savez, cette société qui a commercialisé un tapis de course et qui a pas mal fait parler d'elle durant le confinement parce qu'elle a réussi justement à commercialiser un tapis de course assez cher, assez qui bourrait de technologie, on va dire ça comme ça, avec un écran, etc., pour suivre des séances. Et ils se sont pris un petit peu un backlash suite à une annonce un petit peu maladroite qu'ils ont faite, et ils sont revenus justement sur leurs propos. On récapitulera un petit peu l'affaire, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi ils ont fait cette annonce et comment ils sont revenus un petit peu sur leurs annonces. Mais c'est intéressant à suivre en termes de communication de société. Et puis ensuite, on prendra des nouvelles de OnePlus et Oppo qui confirment évidemment le fait que OnePlus maintenant devient une partie d'Oppo. Et qu'est-ce que ça veut dire justement pour la marque OnePlus, marque très très connue notamment en Europe, qu'on apprécie, qui a bénéficié quand même d'une image très très positive auprès de la communauté, de la communauté tech ou en tout cas des fans de smartphones. Donc on reviendra un petit peu sur le sujet et qu'est-ce que ça veut dire de manière concrète ensemble. Pas trop de nouvelles malheureusement sur OxygenOS, mais on verra. Voilà, on en discutera ensemble justement tout à l'heure. Et puis après, on fera un petit tour du côté de Facebook, et de Donald Trump, qui, même s'il a été banni de Facebook, arrive quand même à utiliser le réseau social à ses fins, et on verra
comment? Malin, pas malin? Est-ce que c'est, un trou dans la raquette, de la législation du côté de Facebook, ou enfin dans les conditions d'utilisation de Facebook? Ou est-ce que, il l'avait anticipé? On en parlera et on spéculera ensemble sur le sujet. Et puis après Facebook, bah, on ira sur l'autre réseau social, Twitter. Alors on en parle depuis pas mal de temps, depuis le début de l'année, hein, maintenant, donc ça fait 6 mois, enfin même 7 mois on est à la fin juin. On en a beaucoup parlé, hein, de ces super follow, de la fonctionnalité Spaces, vous savez, ces espèces de chambres audio que vous pouvez rejoindre. Et ben ça y est, c'est en test. On verra de quoi il retourne. On aura un peu plus d'informations, notamment sur la monétisation, sur la part que se prend Twitter. Donc ça sera intéressant de vous en parler de manière un peu plus précise. Et puis on enchaîne aussi avec les nouvelles features, mais cette fois-ci après Twitter, c'est Tinder. Tinder qui muscle un petit peu son application pour vous proposer des nouvelles manières de rencontrer les gens, hein. C'est un peu le cœur du réseau social, puisque je vous le rappelle, Tinder, c'est une application de dating, de rencontre, voilà, et donc du coup, permettre à des personnes d'avoir différentes manières de faire connaissance, de trouver des personnes avec qui ils pourraient avoir une affinité, c'est évidemment un peu le cœur de leur business. Donc là, c'est intéressant, on en parlera de quelles sont les différentes manières qu'ils vont proposer maintenant pour vous aider à trouver l'âme sœur. Et puis, on terminera sur les news tech avec Amazon. Amazon et le foot. Alors, on en a déjà parlé, mais là, c'est assez intéressant puisque ce serait une petite rumeur comme quoi il y aurait une potentielle augmentation de prix d'Amazon Prime. On verra pourquoi, on verra qu'est-ce qu'on envisage a priori comme augmentation. Est-ce que c'est conséquent, pas conséquent, etc. Vous me direz aussi dans la chatroom si vous seriez prêt à suivre avec un prix supérieur et jusqu'où. Donc voilà, on spéculera un petit peu sur cette rumeur, pour l'instant qui est juste une rumeur. Et puis on terminera avec une tartine sur le moteur de recherche et navigateur Brave. Et oui, Brave, ça y est, sort en bêta globale leur moteur de recherche Brave Search. On verra de quoi il en retourne, comment il fonctionne et qu'est-ce qui va le différencier d'autres moteurs de recherche et est-ce qu'il a vraiment une chance face à Google et est-ce qu'il est vraiment indépendant. Voilà, c'est un peu la question, puisque Brave se targue de protéger les données et la vie privée de ses utilisateurs. On verra vraiment s'il propose vraiment quelque chose d'indépendant par rapport à d'autres moteurs de recherche. Voilà un petit peu pour le programme, j'espère qu'il vous plaît. J'en ai pas d'autres, mais moi je trouve sympa, hein, puisque c'est moi qui l'ai fait, donc a priori j'ai choisi quand même des news qui m'intéressaient aussi et qui m'intéressaient de vous les partager ce matin. Donc je vous propose de commencer sans plus tarder avec le Kawa. Et voilà, on commence. Est-ce que tu es à l'atelier Eugène? Non, Nicolas, on n'est pas à l'atelier Eugène, on est à l'atelier Berthe. Voilà. Mais du coup, on est, enfin, c'est pas super optimal en termes d'installation. Et donc, en effet, c'est possible qu'il y ait un petit décalage. Je m'en excuse. Et d'ailleurs, tu me poses la question de où est-ce que je suis. Et ben, le mercredi prochain, pour le coup, je ne sais pas trop où je serai, puisqu'on est en fait dans le processus de déménagement. A priori, on déménage ce week-end. C'est pas encore super certain de où est-ce que je ferai le mug la semaine prochaine. Donc ce sera un petit peu la surprise pour vous et pour moi. Et donc voilà, à la rentrée, on devrait être plus installé et donc le setup devrait être un peu plus optimal, voilà, et revenir un petit peu à la normale. Hein. Vraiment désolée pour les désagréments, un petit peu sur le décalage son, sur pas pouvoir vous partager les images sur l'iPad, etc. On devrait justement un peu itérer sur l'installation, profiter de cette pause de ces 2 mois-là pour améliorer ça. Tu piques les punchlines de Jérôme, mais oui, sur Newt, mais oui, sans honte en plus, j'assume complètement, j'aime bien la punchline, donc du coup je lui ai piqué, tout à fait. Voilà.
Du coup, on commence dans un meuble Ikea, nous dit Jérôme. Je ferai le live dans un meuble Ikea ou dans un carton de meuble Ikea ou dans un meuble Ikea à moitié monté. Voilà, vous pouvez choisir. Ou prendre des paris. Voilà, ça sera à voir. Donc, je vous propose de commencer avec le petit bad buzz du côté de Peloton. Donc, je vous le disais, un Peloton, c'est un peu cette société dont on avait parlé durant le confinement. Elle avait fait parler d'elle, puisqu'elle avait un espèce de tapis de course ultra perfectionné avec un écran pour pouvoir suivre les cours et le coaching en même temps. Donc ça, c'était assez intéressant. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Donc ce fameux tapis de course coûte relativement cher quand même. C'est un sacré investissement puisqu'en fait, il coûte 4300 $ quand même. Voilà, par rapport à un autre tapis de course. Voilà, j'ai pas d'idée. Moi, j'ai pas de tapis de course personnellement, donc j'ai pas vraiment d'idée sur le prix que ça représente comme investissement, les tapis de course normaux, entre guillemets, pas forcément ultra technologiques, mais en tout cas celui de Peloton, c'est 4300 $. Donc c'est quand même un sacré investissement. Il y avait une fonctionnalité sur ce fameux tapis de course qui s'appelle Just Run, qui vous permettait justement de profiter de ce tapis de course sans acheter ou sans payer un abonnement supplémentaire pour pouvoir utiliser le tapis, c'est-à-dire que vous étiez juste en mode course dessus. Voilà, donc vous pouviez quand même profiter à tout moment de votre tapis sans obligatoirement souscrire à un abonnement lié au cours, etc. Donc ça, c'était plutôt pas mal. Mais en fait, ils ont rencontré depuis quelque temps pas mal de problèmes, justement suite à des blessures et même malheureusement une mort dramatique par rapport à ce tapis de course qui s'est déclenché. Alors j'ai pas les détails, mais en gros il se serait déclenché, il aurait pris au piège soit des animaux de compagnie et malheureusement là dans ce cas un enfant qui en est mort et qui aurait été coincé malheureusement dans le tapis de course. Bon, c'est un peu vraiment le scénario d'horreur, évidemment en premier lieu pour la famille, mais également pour la société. Et donc du coup, là-dessus, ils ont proposé un rappel, voilà, chacun peut se faire rembourser son tapis de course, le renvoyer et se faire rembourser le tapis de course, évidemment. Mais en plus de ça, ils ont essayé de proposer des nouvelles fonctionnalités pour limiter les risques et rendre le tapis de course plus sécurisé. Donc ça part vraiment d'une bonne intention, une intention, voilà, suite aux drames qui se sont passés, assez évidentes et essentielles pour la marque. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Tout simplement, ils ont sorti une nouvelle fonctionnalité qui s'appelle Threadlock. Threadlock, pardon, pas Threadlock, mais Threadlock, qui permet de sécuriser le tapis de course avec un mot de passe à 4 numéros, voilà, tout simplement avec un code, et qui vous permettra de débloquer du coup le tapis de course. Donc a priori, les animaux de compagnie ou les enfants, évidemment, pourraient être protégés puisque le tapis de course ne va pas se débloquer automatiquement ou tout seul. Il faudra obligatoirement rentrer ce mot de passe. Donc voilà, mais le problème, pourquoi ça a généré un bad buzz, c'est que tout simplement cette fonctionnalité Threadlock n'est accessible que pour les personnes qui ont l'abonnement, donc Peloton. Et donc du coup, ça arrive à bloquer du coup le tapis de course uniquement pour les personnes qui ont l'abonnement. C'est-à-dire que toutes celles qui l'utilisaient sans abonnement ne pourraient plus l'utiliser à l'avenir. C'est quand même un petit peu embêtant quand même. Ça s'appelle des chiffres, oui, des chiffres, des numéros, oui, tout à fait. Voilà, et donc du coup voilà, donc si vous étiez vraiment dans le cas d'une personne qui avait acheté ce tapis de course et que vous ne vouliez l'utiliser que pour courir, ce qui est quand même peu probable, parce que le grand avantage de Peloton, c'est quand même l'abonnement avec les cours, etc. Mais ce qui est quand même possible, enfin vous déboursez quand même 4300 $, vous pourriez quand même choisir comment vous souhaitez l'utiliser, surtout s'il y avait la possibilité de Just Run au préalable. Et là, tout d'un coup, suite aux problèmes de sécurité qui se sont déclenchés là, sur ces tapis de course, vous retrouvez avec un tapis de 4300 $ que vous ne pouvez plus utiliser sans avoir un abonnement supplémentaire. L'abonnement, je ne vous l'ai pas mentionné, mais il coûte 40 $ par mois environ, j'ai arrondi. Voilà, donc ça fait quand même un coût supplémentaire récurrent, alors que le tapis est quand même très très cher déjà en soi.
Donc voilà, donc évidemment ça a déclenché un backlash, surtout qu'ils n'avaient pas annoncé, dans le futur que finalement, ils débloqueraient la feature pour ceux qui avaient que Just Run, donc il y avait vraiment pas de perspective. Alors là, ils sont revenus, sur leur déclaration et ils ont dit, «Si, si, on va travailler, hein, sur une mise à jour qui va permettre au tapis, d'être, utilisable sans abonnement». Voilà, donc tout en sécurisant, parce que là c'est une obligation hein, de sécurité. D'ailleurs, Oleg, tu soulignes de manière très très juste, il n'y a pas des normes de sécurité sur ces engins, c'est fou. Bah, moi aussi, je suis aussi étonnée que toi hein, sur le sujet, ça me paraît assez hallucinant. Mais bon, voilà, en tout cas. Ils sont revenus sur leur déclaration. Donc, pour les personnes qui ont ce tapis, ce fameux tapis de course, vous pouvez soit à la fois le renvoyer et vous faire rembourser, soit vous bénéficiez donc de l'abonnement Peloton, vous êtes prêt à payer 40 $ de plus, et donc vous pourrez sécuriser avec un code à 4 chiffres pour pas qu'il se déclenche de manière intempestive ou sans votre accord ou autorisation préalable. Et par contre, si vous souhaitez utiliser uniquement le Just Run, ben, il va falloir attendre a priori une mise à jour. On ne sait pas quand est-ce qu'elle arrivera, on n'a pas plus d'informations pour que ça soit utilisable et sécurisé à l'avenir, quoi. Mais on n'a pas plus d'infos pour l'instant. Quelle escroquerie cette boîte, ouais. Je sais pas, je pense que ça me paraît quand même très maladroit, très évident, un peu étonnant quand même. Bike and Run nous dit qu'en France, il y a bien des normes de sécurité en tout cas. C'est possible qu'en effet, les normes ne soient pas les mêmes dans chaque pays, hein. C'est des fonctionnalités supplémentaires, ouais. Ouais. Un tapis normal coûte environ 700 €. Merci beaucoup, Manu Globe. Merci beaucoup d'avoir partagé un petit peu le prix médian. En tout cas, ça, c'est une bonne information. Donc voilà, un tapis basique de course, ou en tout cas normal, coûte 700 €. Donc vous voyez que la différence entre un tapis à 4 300 $ et un tapis à 700 € quand même, il est assez conséquent, hein. Et c'est quand même particulièrement étonnant qu'il n'y ait pas un système d'arrêt d'urgence sur un tapis comme Peloton. Enfin voilà, ça me paraît assez hallucinant. Euh, voilà. Déjà, rien que le fait de leur part de penser à mettre une sécurité en la faisant payer, ça mérite bien un bad buzz. Yves Castel, je pense que l'intention était pas mauvaise. En fait, faut pas toujours voir la mauvaise intention ou le démon chez chaque société. Je pense que là, tout simplement, t'as un système hardware qui te permet d'utiliser le tapis de course. Voilà, et il fonctionne voilà en mode Just Run. Et en fait, ils ont mis un blocage software qui du coup est lié à l'abonnement, puisque c'est là où tu vas avoir les cours, le suivi, etc. Et donc du coup, c'est uniquement pour ceux qui ont l'abonnement qui vont pouvoir bénéficier de ce code à 4 chiffres pour débloquer le tapis. Et donc du coup, c'est là où on se retrouve avec une limitation pardon, qui est intrinsèque au produit en lui-même. C'est pas qu'ils voulaient pas et qui voulait commercialiser entre guillemets la fonctionnalité de sécurité. Hein. Je pense que c'est peut-être plutôt une limitation de comment le produit a été conçu en tant que tel, qui fait que du coup ils étaient obligés de mettre la sécurité uniquement pour ceux qui avaient l'abonnement et donc du coup de bloquer la fonctionnalité Just Run. Voilà, donc tu vois, je suis un peu plus mitigée. Je pense que s'ils avaient pu dès le départ, de manière facile, sécuriser le tapis, ils l'auraient fait hein, et le déployer pour tous. Malheureusement, le hardware, bah, tu peux pas le changer comme ça en claquant des doigts. Hein. Tu peux agir que sur du software. Donc, mon hypothèse, c'est que le Just Run est quelque chose de très hardware, ou en tout cas, tu ne comptes pas sur le software du tapis. Je sais pas, hein, je me trompe peut-être, hein. Mais voilà, et que c'était beaucoup plus facile du coup de le passer sur l'abonnement. À voir. En tout cas, c'est mon hypothèse.
Alors, Cyril Bush nous dit: «Il y a beaucoup de tapis qui ont une espèce de clé que l'on relie à la ceinture et si l'on tombe, ça coupe le tapis. C'est étonnant qu'il n'ait pas mis ça alors que c'est présent sur des tapis à 400 €». Ouais, alors je sais pas, hein, peut-être qu'il s'agit d'un contrôle de sécurité un peu plus fin encore, mais à voir. Voilà, Bike and Run nous dit aussi: «Sur beaucoup de tapis, tu as un système de sécu avec un aimant», ouais. Je trouve ça aussi particulièrement étonnant, ouais. Pulsar qui résume de manière assez sévère, soit tu débourses 700 balles et tu peux courir, soit 4000 et tu cours et il tue ton toutou, ouais, c'est à peu près ça, ouais. Alors là, malheureusement, c'est un enfant hein, qui est décédé. Bon, c'est pas pour dire, hein, ça reste une vie, mais voilà, je pense que dans le drame, c'est encore plus grave. Euh, Donc à voir. Écoutez, on vous tiendra au courant sur l'information. De toute façon, je crois que ce type de tapis est pas disponible en France parce que du coup, je pense qu'il aurait dû passer des tests et des normes de sécurité liées à la France. Mais en tout cas, voilà, la société a réagi rapidement, pas forcément idéalement, à voir. Je pense qu'ils essayent aussi d'éviter un rappel massif qui leur serait extrêmement coûteux, mais pas sûr qu'ils aient beaucoup le choix à voir s'ils s'en sortent suite à cette annonce. Mais je suis assez alignée avec vous hein, dans la chatroom sur ce que vous avez dit, pardon. Un grand merci à Manu Globe pour ton abonnement, 10e mois d'abonnement sur Twitch. Un grand merci également à Laclos pour ton 13e mois d'abonnement. Impressionnant, Laclos. Un grand merci aussi à toi. Et un grand merci aussi à Samot qui s'est réabonné et cumule 9 mois d'abonnement. Un grand merci à vous tous pour votre soutien. Ça fait chaud au cœur. On enchaîne et on va prendre des nouvelles de cette fois-ci de la marque OnePlus. Je sais que c'est une marque que vous appréciez ou en général c'est une marque qu'on a appréciée dans le temps, qui a su très très bien communiquer avec la communauté des fans de tech, qui a créé vraiment une attente, un engouement autour des annonces de leurs smartphones qui étaient à la fois étonnants par leur budget et les features, les fonctionnalités et les specs qu'ils arrivaient à embarquer sur ce type de smartphone. Alors certes, il y avait toujours des compromis, mais on atterrissait quand même avec un rapport qualité-prix défiant. Assez incomparable par rapport au reste de la concurrence. Alors après, ils se sont étoffés. Ils ont proposé évidemment des flagships qui étaient très alignés avec les hauts de gamme du secteur Android, voilà. Mais c'est vrai qu'ils étaient revenus dernièrement à ce qui faisait leur succès, c'est-à-dire des smartphones à budget avec des features assez redoutables. Mais voilà, donc OnePlus c'est quand même assez connu, notamment en Europe, même par rapport à Oppo. Moi, en tout cas, OnePlus a beaucoup plus marqué mon esprit par rapport à leur communication très très efficace que Oppo. Mais en tout cas, vous en avez parlé, ça courait, il y avait une rumeur sur le sujet. Là, c'est confirmé, OnePlus fait officiellement partie de Oppo. Alors, c'est quelque chose dont on avait entendu parler, puisque justement, ces dernières années, on avait vu quelques ressemblances parmi les différents appareils d'Oppo et les derniers flagships de OnePlus. Et donc, OnePlus avait dit non, mais c'est normal, on utilise un peu la même chaîne de production, etc. Donc, c'est normal qu'il y ait des ressemblances. Certes, c'était un petit peu compliqué à défendre, mais là en effet l'annonce montre bien en effet que OnePlus opère avec Oppo et sous la marque Oppo. Alors là la différence c'est que OnePlus va quand même rester une marque indépendante, elle va pas être tuée, donc on va continuer à avoir a priori des appareils qui sont sur la marque OnePlus et notamment la marque Nord qui reste visible, mais tout simplement ils vont bénéficier en tout cas de l'infrastructure et de la chaîne de production Oppo pour réduire les coûts pour OnePlus. Donc c'est assez intéressant. Ils vont aussi bénéficier de la R&D dans lequel a investi Oppo. Ce qui est particulièrement intéressant,
intéressant parce que ces derniers temps, Oppo avait pas mal exploré sur la R&D, avait pas mal investi, notamment ces dernières années, ils avaient montré qu'ils étaient prêts à pas mal innover et à tester des nouvelles choses, comme des caméras périscope, des batteries qui se rechargent très très vite. Voilà, on avait vu aussi une caméra qui était sous l'écran, on avait vu aussi un écran qui s'enroule, etc. dans un smartphone. Donc voilà, là où ça joue dans le sens de OnePlus, c'est que OnePlus va potentiellement pouvoir bénéficier du coup de l'investissement et de la recherche de la R&D d'Oppo pour pouvoir améliorer et enrichir et proposer des nouveaux produits encore plus innovants chez OnePlus. Donc à voir ce que ça va donner, mais c'est pas forcément uniquement négatif, hein. Évidemment, on peut s'inquiéter sur l'avenir de la marque OnePlus, mais en tout cas, ce que je peux vous dire dans les différentes annonces là et les citations des personnes chez OnePlus, c'est que ça reste une marque indépendante, mais qui va pouvoir bénéficier de la chaîne de production et de la R&D de chez Oppo. Donc à voir ce que ça va donner dans les mois et années à venir. Pour la petite histoire, hein, pour le contexte d'ailleurs, OnePlus, Oppo, Vivo, Realme et Iqoo font tous partie d'un conglomérat chinois qui s'appelle BBK et qui contient du coup tous ces constructeurs de smartphones. Voilà. Donc c'est pas forcément étonnant hein, qu'il y ait des synergies qui s'opèrent chez certaines marques. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus donc voilà, comme je vous disais, la ligne produit Nord va continuer d'opérer sous la marque OnePlus. Hein, donc ça, elle va pas se terminer. Mais voilà, en gros, on a passé tout en revue là. Oppo va avoir droit à une gamme de produits entrée de gamme plutôt premium. Ça peut être valable pour les deux marques. Ouais, tout à fait. Je trouve la gestion de la marque OnePlus par BBK catastrophique depuis quelques années. En septembre, je passe chez Apple. Ah ouais, gros changement pour toi, hein, je casbe. Je suis assez d'accord avec toi. Hein, il y a eu pas mal de cafouillage ces dernières années, pardon, où OnePlus finalement avait plus trop su se reposer sur ses forces, notamment la communication sur des smartphones très budget, même s'ils y sont revenus dernièrement. Ils avaient eu du mal, hein. Ils avaient fait un peu comme toutes les marques Android, c'est-à-dire faire des smartphones très très chers, mais sans être très très différenciants par rapport au reste de la compétition. Du coup, ils s'étaient un peu pris un mur. Là, ils sont revenus un petit peu à leur cœur de business, à voir s'ils arrivent à renouer avec la communauté, puisque du coup, la communauté hein, des fans de smartphones, c'était un peu qui s'était habituée justement à ce positionnement de OnePlus de smartphone très accessible d'un point de vue budget, mais très compétitif d'un point de vue fonctionnalité, hein, même s'il y a toujours des compromis évidemment à ce prix-là. Ils avaient un peu, voilà, trahi entre guillemets les fans de smartphones et sur ce secteur-là, à voir s'ils vont pouvoir renouer un peu avec cette gamme-là, et est-ce qu'ils vont pouvoir récupérer la confiance, quoi. OnePlus se banalise, ouais, on nous dit dans la chatroom. Ouais, j'ai l'impression que vous vous en détachez un peu plus hein, de OnePlus. En Chine, je suis pas sûre que le terme de trust puisse s'appliquer là-bas. Après, oui, après le tutorien, oui, c'est une pique facilement envoyée, j'ai envie de te dire. On sait tous que OnePlus est une marque chinoise maintenant, c'est acquis, c'est pas une surprise. Maintenant, voilà, ça n'empêche pas que quand on cherche un smartphone accessible, c'était quand même une marque de référence. Avec un très très bon rapport qualité-prix, ce qui n'est pas évident à trouver. Je pense qu'avec cette fusion, on va perdre en ambition ce qu'on gagne en termes de moyens financiers pour OnePlus. À voir. Je suis pas aussi catégorique que toi, mais c'est tout à fait possible. Hein, je casbe. J'ai du mal avec ton pseudo, excuse-moi. Je casbe. C'est tout à fait possible que ça ait
ça aille dans ce sens. Après, en effet, les synergies peuvent permettre de bénéficier de certaines avancées technologiques et explorations techniques, hein. Tu vois, le problème, c'est quand tu te positionnes sur des smartphones avec très peu de marge, ce qui était un peu le cas de OnePlus, hein, où ils étaient très très agressifs sur le prix, ben tu peux pas du coup investir sur la R&D. T'as peu de revenus qui te permettent d'investir sur la R&D, et donc tu n'innoves pas, tu ne fais que copier. Mais finalement, voilà, suivre la tendance avec un smartphone très budget, il y avait une recette là-dedans. Maintenant, de pouvoir bénéficier de la R&D d'Oppo, potentiellement, ça peut être intéressant aussi, une bonne opportunité pour OnePlus. À voir ce que ça donne, mais je suis d'accord qu'il y a du coup une homogénéisation, ou en tout cas, on a du mal à voir comment les deux marques vont pouvoir se différencier. À savoir qu'elles vont rester en compétition dans les pays où les deux marques sont présentes, hein. Il n'y en a pas une qui va mourir ou quoi. Pour l'instant, il y aura les deux marques qui vont rester présentes et rester en compétition. Mais du coup, comment on va les différencier? Moi, c'est un peu la question que je me pose. On avait déjà des remarques où on sentait qu'il y avait un rapprochement d'Oppo et OnePlus, même si c'était pas vraiment dit. À voir. Merci beaucoup Ulysse Dansin pour ton 9e mois d'abonnement. Un grand merci à toi. Merci à toi aussi à Dwayne17 qui s'est réabonné pour un 13e mois d'abonnement. Et un grand merci à Saxmac aussi, Saxmake plutôt, pour ton 6e mois d'abonnement. Un grand merci à tous. Mais point important, depuis que OnePlus se banalise, les ventes repartent à la hausse. Comme quoi, bah voilà, non mais c'est pas forcément évident, hein. Et c'est pas forcément évident, c'est pas forcément en restant aligné avec sa première cible, entre guillemets, qu'une société arrive à scaler, à faire grossir ses ventes. Donc voilà, même si ça fait mal, voilà, ou même si c'est décevant parce qu'on a suivi la marque depuis le début, etc., on y était attaché, ça veut pas dire que c'est la meilleure stratégie pour augmenter les ventes pour OnePlus. Donc à voir dans le futur si cette stratégie paye. Il faudra suivre un petit peu les ventes dans les temps à venir, ouais. Tout à fait. Voilà en tout cas pour OnePlus. Ça y est, c'est confirmé et c'est acté. À voir ce qui va sortir dans les mois et années à venir. Jocasme nous dit le OnePlus 8T est cool aussi, mais c'est à peu près tout. Le OnePlus 6 c'était le dernier flagship killer pour moi. Maintenant il va faire simplement des flags. Ouais. Ouais, à voir ce que ça va donner, ouais. Je suis assez... voilà, moi je les attends au tournant, en effet. À voir, on se tiendra au courant évidemment lorsqu'il y aura des prochaines annonces. On continue cette fois-ci, on va s'orienter du côté politique et réseau social, puisqu'on va parler de Facebook et Donald Trump. Ça faisait longtemps, hein, mais il faut quand même en parler de ce qui se passe. Alors, on le sait tous, hein, évidemment, Donald Trump a été banni, hein, en début d'année, a été suspendu de son compte Facebook pour une accusation d'entretenir des théories du complot et de la désinformation sur la plateforme. Donc du coup, voilà, l'ancien président Trump avait été suspendu de Facebook et il ne peut plus du tout poster sur le réseau social. Les groupes affiliés au précédent président ne sont pas interdits sur la plateforme Facebook du moment où ils ne postent pas en utilisant la voix de Donald Trump. C'est-à-dire, ils ne postent pas à la première personne en incarnant le président, l'ancien président Trump. Donc ça, c'est intéressant, hein, la nuance. Donc les groupes sont encore autorisés de poster, d'entretenir la communauté, etc. sur Facebook, tant qu'ils n'utilisent pas la première personne ou n'incarnent pas l'ancien président Trump. Donc ça, c'est ce que a déclaré en tout cas le représentant de Facebook, Andy Stone. Voilà. Par contre, ce qui est intéressant aussi, c'est que certaines publicités de l'équipe de Trump avaient été rejetées de la plateforme, tout simplement parce qu'elles faisaient un lien au site internet de l'ancien président, hein, donaldjtrump.com. Donc voilà, donc ça, les publicités entretenues par ces groupes-là étaient interdites de faire figurer du coup le lien du site internet officiel de l'ancien président.
Alors pourquoi on en parle ce matin? Bah, tout simplement, parce qu'il y a une nouvelle série de publicités qui a été achetée par le groupe, politique associé, à l'ancien président, Trump, et qui, du coup permet encore de bénéficier de la dimension du réseau social Facebook, ou en tout cas de l'utilisation et du reach de Facebook, c'est-à-dire, la capacité d'atteindre une audience sur Facebook via les publicités Facebook, hein. Voilà, donc le président Donald Trump, l'ancien président Donald Trump, peut encore atteindre une certaine audience sur Facebook via le biais des publicités. Donc ça, c'est intéressant. Et donc du coup là on sent hein, qu'il est en train de réactiver du coup en fait sa stratégie de campagne et du coup son audience et ses followers hein, tout simplement via le procédé des publicités sur Facebook pour les encourager à faire des donations hein, pour pouvoir financer tout simplement ses campagnes, sa campagne politique. Hein. Donc voilà, donc à voir ce que ça va donner, c'est un petit peu inquiétant. On peut se poser des questions si du coup c'est un loupé de la part de Facebook s'ils n'avaient pas anticipé justement cet aspect-là. On peut argumenter hein, sur le sujet. Ce que je peux vous dire, c'est qu'en tout cas, l'ancien directeur de le former public policy director, donc l'ancien directeur des politiques publiques, on va dire, chez Facebook, s'est exprimé, c'est Cathy Arbath, et justement, elle donne son avis sur le sujet, et elle dit que a priori c'est clairement un trou, hein, en tout cas, dans les conditions d'utilisation de la plateforme et dans la décision qui a été prise vis-à-vis de l'ancien président Donald Trump. Donc pour elle, en tout cas, c'est un loupé de Facebook de l'autoriser du coup à faire des campagnes de publicité pour lui permettre de financer et de récupérer des dons pour sa campagne politique. Donc là, c'est assez intéressant et ça sera à voir et à suivre de manière assez proche là, dans les jours à venir, puisque du coup, voilà, ces publicités pour l'instant évite justement d'utiliser la voix de l'ancien président Trump, puisque du coup sinon elle serait interdite, mais elle trouve des moyens détournés de demander en tout cas des dons. Alors quels sont les types de messages qu'elle utilise? Elles utilisent des messages du type soutenez et soutenez l'ancien, enfin en tout cas là elles disent soutenez le président Trump, voilà, ou rallier, enfin c'est stand with, donc c'est comment tu traduis ça? Désolée, j'ai ma traduction interactive là, du matin qui n'est pas activée encore. C'est supporter et rester aux côtés du président Trump ou empêcher Kamala Harris et Joe Biden de voilà, continuer leur politique. Hein. Donc voilà, donc on est resté aux côtés ou soutenez le président Donald Trump. Donc c'est pas une publicité qui dit soutenez-moi en tant que président Donald Trump, ils évitent de parler et d'utiliser la voix de l'ancien président. Donc voilà, ils disent soutenez, mais restez aux côtés ou stoppez la politique actuelle. Donc bon, c'est des stratégies assez évidente, assez utilisée. Hein. La seule différence, c'est qu'en effet, c'est un peu moins fort quand le message vient de la voix du président, de l'ancien président Donald Trump, versus quand c'est rallier et soutenir l'ancien président, évidemment. Mais bon, ils utilisent ce qu'ils peuvent utiliser. Hein. Et donc, les publicités sont sur la page Team Trump et voilà, et les supporters directs sont invités du coup à faire un don hein, pour permettre du coup de financer tout simplement la campagne politique de l'ancien président. Donc on va voir si ça va vraiment être utile. Pour l'instant, le montant qui a été investi depuis vendredi, c'est un peu plus de 3500 $, donc relativement pour l'instant raisonnable hein, dans les montants qu'on a pu voir en termes de soutien sur des campagnes politiques. Pour l'instant, ça reste relativement raisonnable. Je pense que c'est peut-être des tests pour voir s'ils arrivent à réactiver hein, leur communauté sur Facebook. À voir. Et pour l'instant, Facebook s'est pas trop exprimé. Je lis un petit peu les commentaires.
La liberté d'expression, la sacro-sainte liberté d'expression, ouais, je pense que là, en fait, c'est plutôt, par rapport aux répercussions d'une décision qui a été prise par Facebook, jusqu'où ils vont l'appliquer et jusqu'où est enfin, où se trouve la limite, en fait. C'est ça qui est compliqué. Je comprends pas pourquoi ils cherchent les dons alors qu'il suffit de passer à la télé en faisant poète poète. Nani Eric, le montant qu'il faut payer pour passer à la télé n'est pas comparable avec le montant que tu peux faire sur Facebook, sachant que voilà, Facebook s'est prouvé très très performant en tout cas dans la stratégie de Donald Trump et ne représente pas du tout le même investissement. Voilà, 3500 tu vois pour toute une journée sur Facebook. Voilà, n'est pas du tout. Enfin, je pense que voilà, c'est un coût investissement qui est pas du tout le même. Et a priori, Facebook fonctionne très très bien. Et à savoir aussi qu'il s'était quand même fait pas mal bloquer de certaines chaînes. Banni, mais encore populaire, tout à fait, Maurice. Il ne faut pas sous-estimer hein, la popularité et le fait que les supporters de Trump sont encore derrière lui et ne représentent pas une portion anecdotique de l'américain, loin de là. On a déjà fait une première erreur lors d'une certaine élection. Il ne faut pas encore une fois faire la même erreur de sous-estimer ses supporters. Voilà, donc à voir ce qui va se passer et comment quelle technique en tout cas il va employer pour réactiver et alimenter sa prochaine campagne politique. À suivre de près en tout cas, ça c'est certain. On vous tiendra au courant si les stratégies évidemment utilisent des sociétés technologiques. On continue. Après Facebook, on va parler un petit peu de Twitter. Alors, comme je vous le disais hein, en introduction de l'émission, on en a beaucoup parlé déjà hein, de ces super follow, de ces spaces, etc. On n'avait pas beaucoup de détails. Et là, pourquoi je voulais vous en parler ce matin? Parce qu'on a quand même beaucoup plus d'informations. Donc ça, c'est ça qui est intéressant. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ça y est, Twitter ouvre officiellement les fonctionnalités de super follow et d'accès au space limité, c'est-à-dire que vous allez avoir un système de ticketing, d'achat de tickets pour accéder à des rooms audio, des chambres audio dédiées, qui va être monétisé. Donc ça y est, c'est ouvert avec à certains utilisateurs aux États-Unis et tout simplement les utilisateurs aux États-Unis vont pouvoir soumettre une candidature pour pouvoir rentrer dans tel et tel programme parce que le programme Superfollow et le programme Ticketed Space sont deux programmes séparés. Donc pour ceux qui souhaitent les utiliser, il faudra faire deux demandes distinctes hein, pour pouvoir les utiliser sur le compte et pouvoir les utiliser. À savoir que les Superfollow pour l'instant sont limités uniquement à l'application iOS, alors que les Ticketed Space sont disponibles à la fois sur iOS et Android. Alors ça sera limité sur iOS, ça veut dire que a priori, à la fois pour l'utiliser vous en tant que créateur, vous pourrez l'utiliser que sur iOS, et à la fois pour que l'audience l'utilise, ça sera uniquement une audience iOS. Donc là aussi, ça limite votre capacité d'atteindre l'audience. Hein. Donc c'est pas aussi intéressant que si c'était disponible partout. Voilà. Donc ça c'est bon à savoir. Donc le Superfollow, comment il fonctionne? Il laisse tout simplement faire payer, vous avez le choix en termes de paiement, 2,99$, 4,99$ ou 9,99$ par mois pour accéder à du contenu exclusif. En effet, ceux qui ont souscrit à ce Superfollow vont pouvoir bénéficier de contenu exclusif des personnes qu'ils ont suivies avec ce Superfollow. Donc ça peut être des tweets exclusifs, des lives exclusifs, des vidéos exclusives, à voir quelle forme ça prendra, à voir comment ça sera différencié aussi, est-ce que ça sera facilement visible, puisqu'on a le thread Twitter, le flux Twitter, comment je fais pour pas rater en effet ce contenu exclusif, est-ce qu'il va toujours apparaître de manière privilégiée, par exemple dans le petit catch-up, vous savez que Twitter affiche ce que vous avez raté dernièrement ou les tweets importants quand vous n'étiez pas là, etc. À voir, mais je suis sûre qu'ils y ont pensé. Mais voilà, ça c'est assez intéressant d'avoir un moyen de monétiser du contenu exclusif sur Twitter. Particulièrement intéressant, je trouve.
On est vraiment un peu sur le modèle aussi de Substack, hein, de ce système de newsletter qui va vous donner accès à du contenu exclusif. Vous avez à la fois la newsletter gratuite, à la fois la newsletter payante avec du contenu exclusif dedans. Voilà, c'est un peu le même. Mais c'est intéressant de voir comment Twitter a un peu réfléchi justement à la monétisation. Ensuite, pour Ticketed Space, donc là, vous pourrez tout simplement monétiser à hauteur de 1 $ ou jusqu'à 999 $ pour accéder à une room exclusive, donc comme je vous le disais, hein, ces espaces audio exclusifs. Donc là, vous pouvez le voir un peu comme sous forme d'événement auquel vous pouvez accéder, et c'est un événement audio, voilà. Et qu'il se localise sur Twitter. Mais voilà, et donc vous pouvez payer pour accéder à un événement comme ça. Donc ça, je trouve ça assez intéressant aussi comme système. Il y aura aussi d'autres fonctionnalités liées à ces spaces, hein, ces rooms audio, qui est potentiellement limiter le nombre de personnes qui peuvent y accéder, un peu comme tout événement. Hein. Pourquoi ? Parce que tout simplement, vous allez potentiellement favoriser, vous pourrez plutôt charger, enfin, faire payer un peu plus pour des événements avec moins de personnes, tout simplement pour permettre à chacun potentiellement de prendre la parole aussi. Donc c'est pas du tout le même événement que si finalement vous entrez cette room audio et vous êtes juste un spectateur, c'est pas du tout le même niveau d'engagement. Donc c'est intéressant parce que ça peut donner pas mal de modalités différentes sur gérer vos événements, en fonction aussi de la personnalité qui veut les utiliser. Voilà, donc pas mal de contrôle pour les créateurs, et ça c'est intéressant. En termes de monétisation et de part que se prend Twitter, ça c'est intéressant aussi. Twitter va garder 97% de l'argent qui va être généré de ces super follow et de ces rooms audio pour les créateurs. Donc voilà, les créateurs pourront récupérer 97% de l'argent généré par ces revenus-là, après que Apple ait pris sa part dessus. Parce que comme vous le savez, hein, il y aura toujours la part de Facebook. Donc voilà, au final, pour résumer, après la part d'Apple, Twitter va se garder uniquement 3%, et donc le 97% revient aux créateurs. La petite nuance là-dedans, c'est que si les créateurs font plus de 50 000 $ de revenus sur chacun des systèmes, là, Twitter va augmenter sa part jusqu'à 20%. Pourquoi ? Parce qu'ils se disent, le but c'est d'encourager les petits créateurs à devenir indépendants et à pouvoir avoir un revenu, mais du moment où les fonctionnalités super follow et les rooms audio montrent qu'elles contribuent au revenu de l'utilisateur, qu'elles ont prouvé leur utilité, bah du coup ça veut dire qu'on peut se prendre une part un peu plus importante. C'est un petit peu logique, hein, et c'est assez malin d'un point de vue stratégie. Voilà, donc à partir du moment où vous gagnez plus de 50K via les outils de Twitter, il y aura une part un peu plus grande, 20%, qui sera prise et prélevée sur le revenu par Twitter. Donc je peux vous montrer peut-être quelques screenshots à quoi ça ressemble. Donc tout simplement, pour ceux qui sont aux États-Unis, ils pourront accéder aux fonctionnalités de monétisation directement depuis leur écran profil. Hein. Tout en bas, ici, vous voyez un petit lien monétisation. Ensuite, vous pouvez voir les différents types de monétisation avec les Ticketed Spaces ou les super follow. Et puis ensuite, vous avez la présentation des différentes features, évidemment, en quoi ça consiste chacune, ici le Ticketed Space et ici le Super Follow, quelles sont les différentes modalités. Donc ça c'est assez intéressant. Qu'est-ce que je peux vous montrer de plus ? Voilà. Donc là, c'est un petit peu l'interface pour définir un prix pour l'événement et le nombre de personnes autorisées. Donc voilà, hein, c'est assez détaillé. Et là, ici, le look d'un profil, voilà, le profil d'un utilisateur qui a la fonctionnalité Super Follow disponible, tout simplement. Voilà un petit peu pour à quoi ça ressemble.
Donc, en tout cas, pour le pourcentage de 20% pour Twitter, c'est plus bas que certaines autres plateformes d'abonnement, hein, il faut quand même le signaler. Il y en a, je vois, qui s'offusquent un petit peu sur les 20% à partir des 50K hein, de revenus générés quand même, il faut le rappeler. Mais ces 20%, bah, c'est beaucoup moins que, par exemple, Twitch, qui prend 50% sur chaque abonnement. Voilà, pour ceux qui ne le savaient pas. Donc c'est quand même beaucoup, beaucoup moins que Twitch, par exemple. On a YouTube aussi qui prend 30% hein, sur tout ce qui est abonnement. Donc là aussi, Twitter, ça reste inférieur. C'est comparable à OnlyFans, qui prend également 20% hein, de leur côté. Mais par contre, c'est beaucoup plus important que ce qu'on peut voir sur Substack, qui prend par exemple 10%, ou Patreon, qui prend 5% uniquement en termes de frais. Donc voilà. Donc comme ça vous donne un peu une idée de où est-ce que se situe Twitter dans la part qu'il se prend un petit peu sur ce type d'abonnement. Voilà, donc ça c'est assez intéressant. Moi j'ai hâte de les tester. Je sais pas vous, mais voilà, on en parle depuis tellement de temps que je suis assez impatiente de tester ce genre de feature. On termine tranquillement 50K sur l'année, oui, tout à fait, Health. Je pense que c'est ça. Hein. J'ai pas la confirmation, mais est-ce que c'est 50K de revenus sur l'année? A priori, je pense que oui. Twitch, c'est vrai que ça dépend des contrats. Tout à fait. En tout cas, bon move de Twitter. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Baron Marathon. Je pense qu'il était temps que Twitter ait un business model un peu plus visible, quoi, tout simplement. Et qui donne des moyens surtout aux créateurs sur la plateforme de pouvoir monétiser un petit peu leur influence. Voilà, donc on continue avec les deux dernières petites news de la matinée et je voulais vous parler tout simplement des fonctionnalités Tinder. Alors, je vais quand même faire un petit sondage, ça m'intéresse. Il n'y a pas de honte du tout à utiliser Tinder, loin de là. Moi, je connais plein de personnes qui ont utilisé des services ou des applications pour rencontrer leur âme sœur. Et du coup, ça m'intéresse de savoir qui d'entre vous a déjà utilisé Tinder. Donc voilà, je fais un petit... voilà, je fais un petit sondage. Hop, il faut toujours que j'arrive à utiliser ce clavier. Voilà. Ah non! Bon, décidément. Voilà, avez-vous déjà utilisé Tinder? Ah ah. Enfin, la limitation de caractère, c'est compliqué. Hein. La plupart du temps. Voilà, donc avez-vous déjà utilisé Tinder? Oui, testé une fois, oui, de temps en temps, oui, la plupart du temps, non, jamais. Hop, on va mettre pour 2 minutes et allez, on lance le petit sondage. C'est juste pour voir un petit peu le nombre de personnes qui a déjà utilisé un peu Tinder, ça m'intéresse. Donc allez-y. Ouais, désolé, hein, pour le clavier, il est assez gamer ce clavier. J'ai beaucoup de mal, donc en plus j'appuie un peu de manière forcée dessus.
Le bruit des touches, c'est de la maltraitance de keyboard. Mais pourtant, j'appuie pas forcément super fort dessus, hein, je vous rassure. Mon but, c'est pas de détruire le clavier. Mais j'aime pas, il faut que je lève les doigts, j'aime pas ce clavier, j'arrive pas à l'utiliser correctement. Pour l'instant, on est sur non jamais. Je me demande dans ces non jamais le pourcentage de vérité. Franchement, franchement. Euh, ouais, non, j'aime bien lancer quand même les. Puis il faut que je m'habitue à faire des sondages. Mais je pense que ce qui me gêne le plus, là, c'est le clavier. Ça sera plus simple quand j'aurai mon ordinateur, vous inquiétez pas. C'est quoi Tinder, on nous dit? C'est une application de dating, je rappelle. Tinder pour les femmes, il y a trop de sollicitations et pour les hommes, personne ne réagit. Deuxième sondage, qui a une relation durable grâce à ça. Je suis pas sûre que ça soit exactement le but de Tinder. Mais je pense que c'est déjà arrivé. Ça ou un autre service. Mais bon, là, c'est vrai que je l'ai fait spécifiquement sur Tinder. Et donc, c'est le non jamais qui l'emporte avec 101 votes. Vous êtes quand même 27% à l'avoir testé au moins une fois, 11% à le tester de temps en temps, et 5%, quand même 8, hein, 8 personnes pour la plupart du temps. Donc, comme quoi, voilà, je pense que Tinder, c'est pas forcément, s'adresse pas forcément au cœur de l'audience du mug aussi. Je pense qu'il y a ça à garder en tête. Mais voilà, c'est quand même une application grandement utilisée qui a rentré un peu voilà, dans les mœurs. Donc faut pas sous-estimer hein, l'impact de Tinder. Et donc du coup, pourquoi je voulais vous en parler ce matin? Bah, tout simplement, il propose maintenant des nouvelles manières de rencontrer ou en tout cas de trouver des personnes avec qui potentiellement on pourrait s'entendre. Donc ça, c'est assez intéressant. Donc la première feature, c'est notamment Hot Takes, tout simplement qui va vous permettre d'avoir un système de speed dating. Comment ça se passe? Eh ben, l'utilisateur va voir des questions avec des choix multiples qu'il pourra sélectionner. Voilà, il pourra sélectionner un choix. Et en fait, ensuite, il va pouvoir avoir l'opportunité de rencontrer des personnes qui ont sélectionné les mêmes réponses que lui. Ou que elle. Et donc c'est ça, c'est intéressant. Alors un exemple de question, c'est quelle, laquelle de ces affirmations vous semble la plus prétentieuse? Et donc on a par exemple se vanter de ne pas avoir TikTok, boire du vin naturel, dire que vous avez trouvé quelque chose en premier, ou les Oxford enthousiastes. Voilà. Et donc là, en fonction des choix que vous répondez, vous allez voir que vous allez tomber potentiellement avec des profils avec lesquels vous avez une affinité ou en tout cas une manière de penser ou de réagir assez similaire et donc potentiellement vous aider à trouver quelqu'un avec qui vous pourrez vous entendre en tout cas sur certains sujets. Donc ça c'est assez intéressant. Donc il y a ce système de speed dating qui vous permet de vous pairer avec quelqu'un et donc vous pourrez ensuite, après avoir répondu à ces questions, rentrer dans un chat tout simplement pour discuter et faire connaissance. Ensuite, il y a d'autres manières de rencontrer. C'est notamment vous présenter sous format de vidéo. Maintenant, sur le profil de chaque utilisateur, vous allez pouvoir enregistrer des vidéos de 30 secondes maximum, et je crois jusqu'à 9 vidéos. Alors, attendez. Ah non, ça j'ai confondu, excusez-moi. Non, non. Vous allez... Vous allez tout simplement pouvoir aussi avoir une autre manière qui est de faire une vidéo en 30 secondes pour aider les gens à faire leur choix, tout simplement. Donc là, c'est vraiment une présentation. En gros, c'est un pitch. Vous pitchez vous-même en 30 secondes en vidéo.
Voilà. Ensuite, une autre manière, c'est, d'aller dans la tab Explore. Donc dans la tab Explore, tout simplement, vous allez pouvoir trouver, des personnes, avec des intérêts similaires aux vôtres, des centres d'intérêt similaires aux vôtres. Donc ça, c'est assez intéressant. Voilà, donc quelqu'un qui, pratique le même sport ou, qui est fan du même élément, de la même star, ou qui aime la même musique et cetera. Donc ça, c'est assez, intéressant. Une autre manière aussi, c'est de trouver des personnes qui vont au même festival que vous. Et ça serait idéal pour moi, parce que moi, j'ai pas besoin de ça, mais ça serait idéal, par exemple, moi, à un moment donné, j'allais à énormément de festivals quand c'était possible. Voilà, donc rencontrer quelqu'un, et j'y allais souvent seule, parce que j'ai pas énormément d'amis qui adorent les festivals, donc j'y allais souvent seule, donc pouvoir trouver des personnes qui vont au même festival, et même, j'ai pas utilisé des applications de dating pour faire ça, mais j'ai déjà utilisé des forums à l'époque, des forums pour rencontrer voilà, des connaissances avec qui voilà, aller au même concert, etc. Et c'était super sympa. C'est des expériences assez sympathiques. Donc là, je trouve que c'est une très bonne idée de permettre à des personnes de se rencontrer lors de festivals et de voir finalement si vous avez les mêmes affinités en termes de groupe, de musique, etc. Donc ça, c'est bien bien vu aussi. Et voilà, et pour la fonctionnalité de profil, vous allez maintenant pouvoir vous présenter depuis votre page profil, enregistrer 9 clips, jusqu'à 9 clips en tout cas, qui va vous permettre voilà, de vous présenter, vous allez pouvoir éditer, etc. avant de l'uploader. Donc ça c'est aussi intéressant, ça va vous permettre de vous présenter sous un autre jour. Voilà. Donc l'aspect vidéo, ils disent d'ailleurs que c'est plutôt à destination justement de la génération Z, un peu plus jeune du coup, puisque c'est quelque chose qu'ils utilisent beaucoup. Et c'est vrai que Tinder essaye de se repositionner plutôt sur des utilisateurs un peu plus jeunes, pardon. Pourquoi? Parce que depuis que Match, la société mère de Tinder, a racheté Hinge, qui est une autre application de dating, Hinge cible une population un peu plus âgée. Donc c'est assez logique que Tinder se ressente du coup sur une autre cible un peu différente et que chacune aille sur la niche, parce que les manières d'interagir, de rencontrer les gens ne sont pas forcément les mêmes en fonction de l'âge. Et je pense qu'on l'a vu en faisant le petit sondage sur la chatroom. Et donc c'est intéressant de positionner les deux apps de manière un peu plus précise en tout cas. Voilà en tout cas sur Tinder, je trouve ça intéressant. Voilà. Je préfère les Now Take Drink. C'était aussi une bonne manière, c'est vrai, c'est vrai. On n'est pas top top en termes de diversité, mais on s'améliore, on s'améliore. Je lis un petit peu vos commentaires. Voilà, donc vous êtes quand même assez dubitatif de Tinder, j'ai l'impression. Ça change pas le problème, faut être beau ou musicien ou acteur. Je suis pas tout à fait d'accord avec toi, Mimi Cacol, parce que justement, je trouve que les fonctionnalités sur la table Explore, de trouver des personnes qui ont les mêmes centres d'intérêt que toi ou qui vont au même festival que toi. Alors certes, t'as toujours la photo de profil, mais voilà, on n'a pas tous la même emphase sur les mêmes types de critères. Mais après, c'est comme quand tu rencontres quelqu'un dans un bar. Je veux dire, le premier contact, tu vois quand même le physique de la personne. Et ça, tu peux pas l'empêcher. Et certaines personnes seront plus attentives à ça et d'autres un peu moins. Voilà, mais je pense que trouver d'autres manières et faire remonter d'autres facettes de la personne, comme les centres d'intérêt et justement les événements auxquels elle va, est intéressant et permet de nuancer un petit peu ça. C'est pas parfait, mais ça permet de nuancer. Donc c'est ça que moi je trouve ça particulièrement intéressant. Voilà en tout cas pour Tinder et on termine avec la dernière petite brève que je voulais vous mentionner où il y aurait une rumeur. Alors encore une fois c'est une rumeur, c'est foot001.com qui nous en parle, donc à prendre avec des pincettes. Et donc c'est a priori Amazon qui songerait à augmenter son abonnement Prime. Donc là c'est vrai que moi j'avais parlé potentiellement d'avoir une formule distincte pour ceux qui souhaitent accéder au programme de football de la Ligue 1 et 2 de football sur Amazon Prime. Ce qui serait tout à fait un business model tout à fait possible pour Amazon Prime. Mais ici, la rumeur serait différente, où ça serait tout simplement Amazon Prime qui songerait à augmenter
tout simplement le prix de son abonnement global. Donc je ne sais pas vers lequel on va tendre, hein, ça sera potentiellement les deux, j'en sais rien. Mais voilà, en tout cas, il y a cette rumeur aussi qui touche. Alors là, a priori, la rumeur serait plutôt sur une augmentation de 10 euros par mois. Pour rappel, aujourd'hui, l'abonnement Prime est à hauteur de 49 euros par an, donc relativement accessible hein, par rapport à d'autres services de streaming. Et puis en plus, ça vous donne accès à pas que Amazon Prime, mais la livraison, etc., etc. Il y a pas mal d'avantages. Et là, a priori, ils songeraient à augmenter de 10 euros par mois, justement, l'abonnement, ce qui reste relativement raisonnable hein, pour profiter justement de 80% du championnat de football. Pourquoi aussi ils veulent augmenter? Alors évidemment, ils veulent faire bénéficier hein, de ces Ligue 1, mais c'est aussi parce qu'ils vont investir sur ces Ligue 1 et 2 tout simplement en produisant eux-mêmes les images. Alors eux-mêmes, en fait, ils vont faire un appel à une société spécialisée pour avoir des images de qualité hein, pour la Ligue 1 et la Ligue 2. Et a priori, ce serait HBS, a priori producteur qui est de centaines de Coupes du Monde de football et qui serait en tête pour l'instant de la course pour être ceux auxquels Amazon ferait appel pour produire les images sur Amazon Prime. C'est quoi le tarif? J'ai pas entendu. Le tarif, c'est 49 euros et ça serait une augmentation a priori de 10 euros par mois. C'est pas énorme étalé sur une année. Hein. Moi, je trouve que c'est pas énorme étalé sur une année. Encore une fois, c'est pas par mois. Je pense que vous avez le biais de est-ce que c'est par mois ou par année par rapport à d'autres services de streaming. Ça serait une augmentation de 10 euros sur le prix global. Donc 49 euros à l'année et une augmentation de 10 euros sur ce prix de 49 euros. Donc on atteindrait 59 euros par an. En tout cas, c'est la rumeur, encore une fois. Si c'est une option, pourquoi pas, mais sinon, ça ne m'intéresse pas. À voir, en effet. Ça sera à voir si les gens sont suffisamment pas d'accord avec cette augmentation pour arrêter d'utiliser Prime, sachant que généralement, quand on utilise Prime, c'est pas que pour le service de streaming. Donc, c'est là où ils arrivent finalement à potentiellement nous garder captifs hein, de leur service. À voir. À voir, à voir. Pour ceux qui sont évidemment pas encore abonnés à Amazon Prime, il faut les convaincre. Mais pour ceux qui sont déjà abonnés, à voir. Ça me fait rire quand je vois des personnes qui disent 25 euros max par an, sinon abusé, alors que tous les services de streaming vous facturent 9,99 euros par mois. Ça me fait un peu halluciner, vos remarques. Vous avez la perception du prix par année et du prix par mois qui est un peu déformée, j'ai l'impression. Et c'est vrai hein, que du coup, on n'a pas la même appréciation. Hein. Par contre, c'est vrai, tout à fait, Michael Cavin, le cumul des abonnements de streaming devient très très cher. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Alors attention, hein, ça reste vraiment à l'échelle de rumeurs ici, donc à prendre avec des pincettes. On vous tiendra au courant une fois qu'on aura vraiment l'information confirmée, évidemment. Sur ce, j'en profite pour faire une petite pause et vous parler de nos sponsors et remercier nos sponsors comme Pritel que vous voyez à l'écran, hein, qui me permet de faire et de faire cette émission tous les matins. Un grand merci à Pritel. Mais ce matin, moi, je vais parler un peu plus précisément de ExpressVPN. ExpressVPN qui vous permet tout simplement de renforcer votre vie privée en utilisant justement un VPN lorsque vous naviguez sur Internet. Et en plus, tout ça en bénéficiant d'une rapidité de navigation où vous voyez même pas la différence lorsque vous avez le VPN enclenché ou quand le VPN n'est pas enclenché. Donc voilà, pour tous ceux qui se posaient la question de quel VPN choisir, grâce au lien d'affiliation avec ExpressVPN, vous pouvez bénéficier d'un abonnement annuel avec 3 mois offerts. Et puis si vous n'êtes pas convaincu finalement au bout d'un mois, vous pouvez vous faire rembourser. Donc c'est vraiment satisfait ou remboursé grâce au lien d'affiliation que d'ailleurs Samuel vous partage dans les commentaires de l'émission. Et vous l'avez aussi dans la description de l'émission pour ceux qui nous regardent en replay. Donc voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à tester. Un grand merci à nos sponsors. Je vous propose de terminer tranquillement avec la tartine.
Et voilà, c'est la fin de l'émission, mais je voulais quand même passer un petit peu de temps à parler d'un sujet qui m'a particulièrement intéressée ce matin. C'est le lancement en bêta global du moteur de recherche Brave. Ça y est, Brave Search est disponible. Je ne sais pas s'il y en a d'entre vous qui utilisent Brave. Alors attendez, bah, vous savez quoi? On va s'exercer un petit peu plus sur les sondages. Je vais essayer de ne pas maltraiter vos oreilles avec le clavier, hein, mais je ne peux pas vous faire de promesses. Voilà. On va dire quel moteur de recherche vous utilisez. Hop. Quel choix vous voulez que je mette? Alors évidemment, il y a Google. Alors on va mettre Brave en premier, hein, puisque c'est quand même le sujet de l'article. On va mettre Bing, on va mettre Google en dernier. Est-ce qu'il y a d'autres moteurs que vous souhaitez utiliser? Ecosia, on nous dit. On va mettre Quant Plus. C'est le nom de leur moteur de recherche, parce que Quant, c'est le navigateur. Hop, hop, hop. Je ne trouve pas le plus sur ce clavier. Oh là là. Hop. Voilà, c'est trouvé. On va lancer comme ça. Donc voilà. Est-ce que quel moteur, voilà. La question c'est quel moteur de recherche vous utilisez? Brave, donc on va l'appeler Brave Search du coup, parce que c'est son nom. Brave Search, Bing, Ecosia, Quant+, Google. Voilà, allez, c'est lancé. Et on va voir un petit peu la diversité des moteurs de recherche dans la chatroom. Alors malheureusement, j'ai une limitation de nombre de choix, hein, donc j'ai pu faire que 5 choix. C'est pas parfait. J'aurais dû mettre un choix autre, c'est vrai. Je vais me perfectionner, je vais me perfectionner dans les sondages. J'aurais dû vous laisser un choix autre, ça aurait été intéressant. Oui, je parle de moteur de recherche. Je ne sais pas si Quant en avait un. J'ai mis Quant Plus parce que j'ai l'impression que quelqu'un disait Quant Plus, mais je ne sais même pas s'ils en ont un. Il me semblait qu'ils utilisaient Bing en moteur de recherche, mais voilà. Je connais pas parfaitement Quant. Ouais, j'avais plus la place. La prochaine fois, je vous promets, je mettrai un choix autre. Il y en a pas mal sur DuckDuckGo, ouais. Pas mal sur DuckDuckGo. Je vois que ça revient beaucoup. Quant n'est qu'un moteur de recherche. Ok, bah écoute Vincent, je pensais que c'était l'inverse, que Quant était un navigateur, autant pour moi. Oui, je sais que c'est français, mais j'avais oublié que c'était un moteur de recherche, je croyais que c'était un navigateur. Autant pour moi. Bon bah voilà, du coup je me suis pas trompée, voilà. Ouais, ça fait mal pour Bing, hein. Ça fait mal. Je veux dire, même Brave Search, vous êtes sûr que vous utilisez Brave Search? Genre, le truc est en bêta globale depuis aujourd'hui, depuis hier. Alors après, il y avait une petite bêta avant, hein. Et donc, il y a plus de personnes qui utilisent Brave Search que Bing. C'est quand même dingue. C'est quand même dingue. Ok, bon, bah, sans surprise, évidemment, c'est Google qui l'emporte, hein, avec 81 votes, voilà, 80 votes qui utilisent Google. Ensuite, c'est quand même Quant, hein, Quant, 15 personnes qui utilisent Quant au quotidien. Ensuite, on a quand même 8 personnes qui utilisent Brave Search, 6 personnes qui utilisent Ecosia et le grand perdant, Ecosia qui a plutôt une portée environnementale, hein, justement, qui est intéressante, et Bing, grand perdant du vote, qui récolte que 2 personnes. Alors, à savoir qu'il me semble que Quant et Brave, c'est certain, mais que Quant utilise les résultats Bing quand ils n'arrivent pas à trouver des résultats satisfaisants avec leur propre moteur de recherche. Il me semble. Bing, le naming est atroce. Oui, je suis d'accord avec toi, Hibou. Je déteste ce nom Bing.
Ecosia égale Bing, d'accord. Donc Ecosia, c'est qu'un skin. Hyper intéressant. Donc en fait, ceux qui utilisent Ecosia utilisent Bing. Je suspecte les 2 personnes qui ont voté Bing d'avoir voté ça ironiquement. Oui, DuckDuckGo était important, hein, je m'en excuse, mais on a bien vu là dans la chatroom que ça remontait très très souvent comme moteur de recherche. Et donc du coup, bah voilà, c'était pour vous dire donc que le moteur de recherche Brave Search est sorti donc de sa phase ultra test et est disponible du coup en bêta globale. Voilà, ça avait été testé pendant des mois, hein, voilà. Et justement, ils ont testé ça pour l'instant avec 100 000 utilisateurs. Donc quand même, la première bêta a permis quand même de tester avec 100 000 utilisateurs. C'est pour ça que maintenant, ils l'ouvrent à un public beaucoup plus large pour sa bêta globale. À savoir que Brave avait acquis justement la technologie et les ingénieurs pour développer justement cet aspect de search, de moteur de recherche en mars dernier, en mai 2020, pardon, puisqu'ils avaient fermé la société Clix, qui était une société de moteur de recherche navigateur qui était justement qui travaillait sur un produit qui permettait d'empêcher le tracking, voilà, Clix. Et donc du coup ils ont récupéré l'équipe pour bénéficier de leur expertise et des ingénieurs qui ont travaillé sur le sujet pour pouvoir proposer du coup et renforcer les équipes de Brave. Donc ça avait été partagé justement en mars dernier, cette information. Et donc pour l'instant, ce qui se passe, c'est que quand vous utilisez le navigateur Brave, pour l'instant, le moteur de recherche par défaut n'est pas forcément Brave Search, mais très bientôt, excusez-moi, il faut que je reprenne ma respiration. Mais pour l'instant, le moteur de recherche Brave ne va pas être le moteur de recherche par défaut, mais évidemment, ça va venir très très vite, mais ça ne l'est pas pour l'instant. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus ? Pour l'instant, la société a atteint les 32 millions d'utilisateurs actifs par mois, pas mal, alors qu'ils avaient communiqué 25 millions en mars dernier, donc il y a une belle augmentation quand même. Et tout ça, c'est à travers toute leur suite de produits, hein, parce que Brave, c'est à la fois du coup le navigateur, à la fois le newsreader, Brave News, à la fois le service de VPN et de firewall qu'ils ont mis à disposition. Et après, il y aura le moteur de recherche. À savoir que le moteur de recherche, évidemment, il sera disponible via le navigateur Brave, mais il sera également accessible en dehors du navigateur Brave. Vous pourrez utiliser n'importe quel autre navigateur, Chrome, Firefox, etc. et tout simplement vous rendre à l'URL search.brave.com pour utiliser le moteur de recherche Brave et tester le moteur de recherche. Donc voilà, il y aura aussi les utilisateurs du moteur de recherche qui vont s'additionner dans le futur à ces utilisateurs. Il y a pas mal d'acteurs maintenant qui ont mis vraiment leur focus sur justement la vie privée, le respect de la vie privée et des données privées des utilisateurs. Donc ça, c'est assez intéressant. Et généralement, leur tactique, c'est la même que Brave, c'est-à-dire qu'ils vont étendre leur suite de produits avec différents services. Donc là-dedans, on a celui que vous avez déjà mentionné à de nombreuses reprises dans la chatroom. On a évidemment DuckDuckGo qui va à la fois offrir donc un moteur de recherche qui ne va pas traquer votre navigation. Il y a également un aspect de tracking qui va bloquer. Il va y avoir aussi un outil de protection de votre boîte de réception email. Et tout ça parmi d'autres produits, hein. Il y en a d'autres chez DuckDuckGo. Il y a également Proton. On en avait parlé, il me semble... c'est Guillaume qui en avait parlé jeudi dernier et je lui avais même posé la question c'est quoi l'intérêt de Proton Mail et il l'avait expliqué. C'est donc un service qui permet de chiffrer les emails, voilà, donc Proton Mail avec Proton. Ils ont également un service Proton de calendrier dans le cloud ou de stockage de fichiers ou également de services VPN. Donc vous voyez que toutes ces sociétés, hein, que ce soit Brave, DuckDuckGo, Proton vont essayer d'étendre leur éventail de services tout en mettant le focus justement sur le respect de la vie privée et des données des utilisateurs et donc
prévenir le tracking de la navigation de ses utilisateurs, entre autres. Et puis après, il y a des sociétés beaucoup plus grand public aussi qui ont mis l'accent sur l'importance des données privées. Et donc c'est Apple, on en a déjà discuté, hein, ils en parlent très souvent. Mais ça c'est intéressant parce que c'est là qu'on voit que Apple, malgré leur accent sur la vie privée et les données privées des utilisateurs, ne s'est pas lancé à sortir un service qui rentre en compétition de Google directement. Ils n'ont pas sorti leur moteur de recherche, par exemple. Ils font toujours payer Google pas mal de dollars pour être le moteur de recherche par défaut sur les appareils. Mais voilà, ils n'ont pas encore sorti leur service. Donc ça montre un petit peu le challenge que c'est potentiellement de lancer un moteur de recherche. Et d'ailleurs, Brave en parle un petit peu dans l'article. Je vous encourage à lire l'article de TechCrunch qui est très détaillé sur le sujet, très intéressant, qui montre un petit peu la perspective de l'équipe de Brave sur le sujet. Et justement, ils disent l'importance d'avoir un index indépendant, c'est-à-dire d'avoir la capacité d'indexer le web et de référencer du coup les pages dans le web de manière indépendante et d'avoir son propre système de ranking, de score, de définition de score des pages pour pouvoir définir pourquoi un résultat est plus pertinent qu'un autre sur une telle recherche, sur une telle demande. Et donc du coup, justement, il y a le chef de la recherche à Brave, Joseph Pujol, qui s'est exprimé justement, et ils disent il y a plein de motivations sur la censure, les biais, que ce soit par le design ou par un positionnement du produit qui va rentrer dans le jeu quand on définit un système de score et d'index pour les résultats de recherche. Et donc du coup, vraiment, le moteur de recherche va définir comment les personnes vont accéder à un contenu ou pas, et comment ça va le rendre accessible. Et donc du coup, voilà, il va y avoir aussi un aspect culturel. Je veux dire, Google, c'est une société américaine dans un premier temps, et donc il va orienter ses résultats en fonction de la culture de ses employés. Alors aujourd'hui, à l'échelle de Google, on sait que Google va changer les résultats en fonction de la localisation, de la culture de la langue utilisée, etc., pour vous donner des résultats de plus en plus pertinents. Et en fonction de votre historique de recherche, si vous êtes plutôt fan de musique et que vous cherchez un groupe de musique qui a le même nom qu'un pays par exemple, il sait qu'il faut plutôt vous faire remonter le groupe de musique plutôt que le pays en lui-même. Enfin voilà, c'est des exemples un petit peu basiques de comment on peut colorer et orienter et affiner le moteur de recherche et le ranking sur cet outil-là. Et donc ils disent en effet, il n'y a que les moteurs de recherche qui ont justement leur système d'index qui va permettre une indépendance par rapport à d'autres moteurs de recherche qui vont être en fait juste un calque, un joli calque sur un système de recherche qui existe déjà, quoi. À savoir, est-ce que c'est complètement indépendant? Pas complètement à 100% encore, puisque pour le système d'image, par exemple, il va y avoir pas mal de résultats qui vont utiliser Bing. Et ça, là-dessus, vous pouvez le vérifier. Ils sont très transparents là-dessus, puisque vous pouvez vérifier un petit peu la part de résultats qui viennent de Brave et la part de résultats qui viennent de Bing. Donc en tout cas, ils ont vraiment cette démarche de transparence, de montrer un petit peu leur indépendance et jusqu'à quel point ils arrivent à être indépendants, en tout cas dans le processus de développement de leur index. Donc ça, c'est assez intéressant. Est-ce que j'ai d'autres points à vous parler? En termes de monétisation, puisqu'on a parlé pas mal de monétisation plus tôt, c'est Brave qui va bientôt offrir un aspect à la fois payant et sans pub sur leur moteur de recherche, et à la fois une version gratuite mais supportée par la pub sur leur moteur de recherche, mais qui va quand même préserver votre anonymité. Donc ça, c'est assez intéressant à voir. Je suis pas trop au fait de comment on peut avoir un business publicitaire tout en garantissant de ne pas traquer sans avoir des pubs qui tombent complètement à plat. Donc à voir, ça sera certainement lié à votre recherche. Il n'y aura pas de profil utilisateur à voir. Ça sera intéressant de creuser un peu plus quand ça sera disponible.
Par contre, j'ai pas compris leur crypto. Oui, ça, j'ai pas vu, oui, en effet. Ils ont en effet un système de crypto, ouais. J'avais le nom quelque part, mais je l'ai plus. Les BAT. Les BAT. Euh, Ouais, voilà, vous l'avez dit aussi dans la chatroom, là, Shurix, exactement. Les BAT, j'ai essayé, j'ai pas réussi à en gagner un seul. Ouais. Il me semble qu'Apple avait avancé énormément dans le développement d'un moteur de recherche. Bah écoute, Baron Marutin, j'en ai pas du tout entendu parler de mon côté. Peut-être hein, qu'ils sont en train de travailler dessus. Hein. Moi, j'en ai pas entendu parler. Si t'as un article là-dessus, ça m'intéresse. Les référencements ne sont pas les mêmes selon les navigateurs, ouais. Les moteurs de recherche, ouais. C'est basé sur les index. Ma femme me dit j'aime bien son haut, c'est un t-shirt manche longue. Non, c'est trois quarts. Enfin, mais c'est un peu chauve-souris, quoi. Voilà. Voilà, c'était le point mode du matin. Merci beaucoup. Voilà en tout cas pour les petites informations sur Brave. En tout cas, je vois que c'est un sujet qui vous intéresse pas mal dans la chatroom. Sur ce, je vous propose de terminer tranquillement 5 minutes ensemble pour répondre à vos questions s'il y a des questions. Allez, on enchaîne avec un petit camp de fac. Et voilà, c'est la fin de l'émission. J'espère que ça vous a plu ce matin, que vous avez fait votre plein de news tech. En tout cas, c'était intéressant d'avoir votre avis justement sur ces différents sujets. Il faut que je me perfectionne un petit peu dans les sondages, mais j'aime bien ça. Merci, d'ailleurs j'en profite pour remercier ceux que je n'ai pas encore remerciés. Merci Blue Access pour ton abonnement Prime, 2 mois d'abonnement, un grand merci à toi. Marion, as-tu installé iOS 15 sur ton iPhone et si oui, que penses-tu de la nouvelle barre de recherche Safari? Je crois pas, non, c'est pas encore complètement euh, déployé de manière générale. Ça sera plutôt fin août à la sortie des prochains iPhones. Ouais, c'est ça, je suis à 14.6. Non, pour l'instant, je suis pas passée dessus parce qu'en fait, j'utilise mon iPhone pour le boulot. Donc j'ai besoin d'avoir un iPhone stable pour pouvoir tester. Parce que déjà que je teste des releases d'applications avant qu'on les sorte sur les stores, si en plus je couple ça avec un OS qui est pas stable, c'est un peu la recette pour pas pouvoir bosser correctement. Donc en gros, comme j'utilise mon smartphone pour tester l'application Alan et Alan Baby avant que ça sorte sur le store, pour vérifier justement qu'il n'y ait pas de bugs, etc., je veux pouvoir m'assurer que les bugs que je trouve sont liés à l'app et pas à l'OS. Donc pour l'instant, je n'installe pas tout ce qui n'est pas super stable. Voilà, à cause du boulot. Mais sinon, je l'aurais fait. Si j'avais eu un deuxième smartphone, je l'aurais fait sur le deuxième. C'est pareil, la même règle d'ailleurs sur mon ordi du boulot. J'installe rien qui soit pas complètement sorti. Et même j'attends un petit peu pour que ça soit un peu plus stable avant de l'installer. Bah, par contre, sur tout ce qui est perso, oui, des fois je le fais. Hiroki Tsutsui, je suis chanteur, si jamais je deviens connu, comment protéger ma vie privée, mes données pro? Je devrais peut-être plutôt demander à Guillaume. Ouais, je pense que tu peux reposer la question à Guillaume demain matin. Moi, ce que je te dirais, c'est tout simplement passer en revue tous tes réseaux sociaux. Tous tes réseaux sociaux et voir qui a accès à quoi et bien contrôler et te créer des groupes d'amis proches et te dire qu'en tout cas ce que tu partages de privé bah, il faut bien contrôler qui y a accès. Aussi petit check petit sanity check utile prendre un navigateur et le mettre en navigation anonyme et faire une recherche sur ton prénom et ton nom.
pour voir quels résultats remontent, et faire des demandes pour enlever les informations que tu veuilles pas, que tu ne souhaites pas qu'elles remontent. Voilà, pour cleaner un petit peu s'il y a des choses, voilà, des choses qui restaient un petit peu. Moi, par exemple, je me rappelle durant mes études, des études au lycée ou en BTS, on avait fait des sites internet comme ça pour des projets et en fait, je les avais jamais enlevés, voilà et après tu perds les codes d'accès, et cetera. Bon après heureusement ce genre de service, se supprime au fur et à mesure, mais bon voilà. Donc ça peut être pas mal de se poser la question. Mais oui, repose la question à Guillaume, il aura peut-être des tips un peu plus perfectionnés que moi sur le sujet, puisqu'il est un peu plus calé sur l'aspect vie privée. Mais c'est une bonne question. Oui, vous pouvez retrouver aussi le Twitch Achat aujourd'hui à 12h30, comme d'habitude, en très bonne compagnie. Et d'ailleurs, je vous ai teasé la semaine dernière sur le fait que vous pourriez gagner des choses durant le Twitch Achat à 12h30, mais finalement, ça sera pas, c'était pas la semaine dernière, mais ça sera cette semaine. En fait, j'utilise cette phrase pour vous toujours vous attirer sur le Twitch Achat de manière perfide. Non, non, je vous assure, cette fois-ci, a priori, dans l'oreillette, on me dit que c'est confirmé, il y aura des choses à gagner durant le Twitch Achat aujourd'hui à 12h30. Fais comme les Daft Punk, porte un casque. Et sinon, le maquillage fonctionne aussi, ouais, c'est vrai. Après, vous remarquerez aussi que, par exemple, Phoenix, je pense que si vous les croisez dans la rue, vous n'allez pas leur sauter dessus. Et pourtant, vous connaissez leur tête. Enfin, en tout cas, moi, je connais leur tête. Je les ai vus maintenant X fois en concert. Mais en fait, ils ont traité la célébrité d'une manière aussi particulière, assez particulière. Mais oui, Daft Punk, ouais, c'est sûr que eux, ça a été plus radical. Que penses-tu de OnlyFans qui veut devenir mainstream, Marion? Je pense que c'est compliqué. Après, moi, j'ai pas trop d'avis sur OnlyFans parce que je connais très très peu, pour être honnête. Mais je vais essayer de me renseigner un petit peu parce que ça fait plusieurs fois que j'en entends parler. Donc ça montre en effet qu'ils essayent de communiquer plutôt grand public. Ah, merci pour le rappel à l'ordre, Samuel, il est 9h30. Ben écoutez, là-dessus, je vous souhaite une excellente journée. On n'a pas eu trop le temps de prendre des questions, mais j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de questions ce matin. Si c'est le cas, ben on pourra les prendre mercredi prochain. J'essaierai de garder un petit peu plus de temps pour répondre à vos questions, parce que ce sera le dernier de la saison. Donc je ferai un peu plus attention. Mais du coup, je vous donne rendez-vous mercredi prochain. Ça avance l'appart, écoute, on croise les doigts. Normalement, on emménage samedi. Voilà, on croise les doigts. Croisez les doigts avec nous, on en a besoin. Euh, mais oui, ça avance. Je vous donne rendez-vous du coup mercredi prochain pour le dernier, a priori, le dernier mug de la saison. Donc ça sera sympa. Voilà, on prendra un peu le temps de discuter ensemble pour un corps de fac un peu plus long. Rendez-vous aussi donc à 12h30 aujourd'hui pour le Twitch Achat avec des choses à gagner avec Pierre et Maryse. Et puis demain, vous retrouvez Guillaume à 8h comme d'habitude pour le mug. Très bonne journée à tous, très bonne fin de semaine et à bientôt. Bye bye.